Bien, mais moi aussi je suis émue, peut-être pas pour les mêmes raisons que Dominique Jalon tout à l'heure, mais voilà, c'est impressionnant d'être perché devant une assistance aussi nombreuse. Et puis émue parce que chaque fois que je dois prendre la parole pour partager une réflexion autour de l'accompagnement, bien il y a quelque chose qui s'anime en moi et qui peut-être, comme il vient d'être dit, il y a peut-être des enjeux derrière cette posture d'accompagnement, et c'est ça que je vais partager avec vous. Alors, je vais essayer de partager quelques points, quelques repères pour essayer de comprendre ensemble ce qu'accompagner veut dire, puisqu'on sait que le terme n'est pas forcément bien défini, qu'il ne le sera peut-être pas, et qu'il est brouillé par toutes sortes d'interférences. Donc c'est un petit peu ça que je vais partager dans un premier temps avec vous. Et tout d'abord, évoquer la dimension anthropologique de l'accompagnement. Peut-être que c'est quelque chose qui semble naturel parce que c'est porté par le mot accompagnement, et le mot accompagnement a une très vieille histoire, et probablement qu'il est intimement lié à l'histoire de l'être humain. Tout être humain ne peut qu'avoir été confronté de près ou de loin à la question de l'accompagnement. Il a été accompagné ou il ne l'a pas été, il a été suffisamment, il a été au bon moment, etc. Mais ça fait partie de nos histoires humaines d'avoir vécu, expérimenté quelque chose de l'ordre de l'accompagnement. On peut dire aussi que cette dimension anthropologique de l'accompagnement, elle se devine. Cette dimension anthropologique de l'accompagnement pourrait se deviner lorsque un être humain a été capable de se tenir en présence d'un autre être humain sur un autre registre que le mécanisme de la survie qu'on a tendance ou qu'on a l'habitude d'expliquer comme manger ou être mangé. Voilà. Dès lors qu'un être humain a été capable de se tenir en présence de l'autre, avec moins de méfiance, donc un peu plus de confiance, qu'il a accepté de baisser la garde, qu'il a eu cette possibilité d'être présent en présence de l'autre, qu'une forme d'attention a pu se développer et de sollicitude pour cet autre. Peut-être que là sont les racines anthropologiques de l'accompagnement. Et je soulignerai, pour qu'elle reste en mémoire, cette nécessité au fondement de l'accompagnement d'avoir à baisser la garde. Un autre point de repère peut être intéressant dans cette ancienneté du mot accompagnement, c'est le rapport du mot accompagnement avec tous les autres termes qui définissent aujourd'hui l'accompagnement, qui sont le mentorat, le parrainage, le tutorat, le monitorat et naturellement le coaching. Alors, dans un premier temps, quand il y a eu cette mode de l'accompagnement autour des années 90, l'accompagnement était posé avec un rapport quasiment égal entre, on comparait par exemple le tutorat et l'accompagnement, ou on opposait l'accompagnement et le coaching. Et je pense qu'à ce moment-là, on a contribué à plus de confusion que de clarté dans les termes. En construisant une réflexion au fil des années, il m'est apparu, en tout cas c'est ce que je partage avec vous, qu'en fait tous ces termes, coaching, counseling, tutorat, mentorat, parrainage, etc., sont en fait des formes d'accompagnement. Et que le terme accompagnement en fait désigne le fond d'où émergent toutes ces formes d'accompagnement. Ce qui va nous permettre de comprendre comment le mot accompagnement véhicule avec lui tout un imaginaire collectif. Il a traversé l'histoire de l'humanité et mais en fait c'est le terme le plus flou, parce qu'il ne dit rien de ce qu'accompagner veut dire tant qu'on ne l'a pas resitué dans un contexte. Et l'accompagnement, s'il existait au Moyen-Âge, ou s'il existait même plus près de nous dans les années 50, n'a rien à voir avec l'accompagnement tel qu'il se définit maintenant. En tout cas, il y a un fond commun et il y a une recontextualisation dont témoignent les formes, notamment le tutorat, le coaching. Je vais donner un exemple. Par exemple, le tutorat c'est connu de tous, c'est une très très vieille forme. Or, les formes de tutorat telles qu'elles sont recontextualisées maintenant ont pris des caractéristiques de la société dont elles émergent. Alors, le tutorat est à la fois lié par exemple, à la transmission comme il était autrefois, mais en même temps, le tutorat, dans les nouvelles logiques de professionnalisation auxquelles il participe maintenant, apparaît maintenant comme des formes d'anticipation du changement.
Voilà comment le tutorat est doté d'une double tendance. Et c'est pareil pour le coaching, c'est d'ailleurs ce que je vais partager avec vous, puisqu'en fait, il y a une double tension qui amène à considérer que le coaching, par exemple, emprunte la maïotique socratique, et en même temps, à travers le coaching, il y a bien une démarche de problématisation qui est purement pragmatique. Et donc on voit comment les formes ont à la fois une source dont elles témoignent, une source qui est inscrite dans le temps, et en même temps une recontextualisation. Le défi, c'est de tenir cette tension-là entre des principes, parce que c'est cet héritage-là que la tradition apporte ces principes-là. Donc, comment tenir une tension entre des principes qui sont probablement de l'ordre de ce qui insuffle la posture et de ce qui insuffle l'éthique. Donc, la tension entre ces principes-là et les contextes dans lesquels on va appliquer toutes les formes nouvelles d'accompagnement. Je vais donc maintenant essayer de réfléchir avec vous. Ce qui me semblait peut-être le plus pertinent, c'est justement la tension, en ce qui concerne le coaching, la tension entre la tradition et la modernité, c'est-à-dire quel est le rapport entre Socrate, la maïotique et les coachs. Alors je vais vous dire, quand j'ai commencé à entamer cette réflexion, j'ai dû m'armer de quelques principes pour pouvoir l'entamer, parce qu'il semblait d'emblée, dans les univers dans lesquels je travaille, il semblait d'emblée que cette réflexion ne me mènerait qu'à un constat d'une confusion grave que les coachs entretiennent pour se prendre pour Socrate et à vouloir renouveler dans notre temps la maïotique. Donc je me suis appuyée, j'ai pensé qu'il fallait avoir quelques précautions, donc je me suis appuyée d'abord sur un sociologue qui s'appelle Raymond Boudon, j'ai oublié son prénom, et qui dit qu'en fait que lorsqu'une croyance nous paraît étrange, c'est presque par définition que nous n'en voyons pas les raisons, mais qu'il y a sûrement des bonnes raisons, simplement nous ne les voyons pas. Et puis le second principe sur lequel je me suis appuyée pour poursuivre cette réflexion, je l'emprunte au philosophe Michel de Certeau qui dit « Il ne faut pas prendre les gens pour les idiots ». Voilà, donc armée de ces précautions, j'ai donc entamé une réflexion pour savoir quel est le rapport entre la maïotique, Socrate, la maïotique et les coachs. Alors, donc ça m'amène à prendre acte. Premier point de ma réflexion, prendre acte effectivement de la référence des coachs à Socrate et à la maïotique. Alors, sur quoi se greffe cette référence? Eh bien, le coach, je me suis armée de références pour appuyer cette réflexion. Les coachs les coachs en général, parce qu'ils mettent en œuvre un questionnement, et un questionnement qui vise à déranger, j'emploie ce terme parce qu'il est mixte, à déranger la personne, à la mettre face à ses contradictions, à ses paradoxes, à ses croyances, à ses idées arrêtées, eh bien, chaque initiateur de ce type de questionnement tend alors à reprendre à son compte non seulement la méthode, mais aussi la mission de Socrate: révéler l'être véritable derrière le paraître, introduire la réflexion dans le monde des opinions. Alors la maïotique s'en trouve effectivement définie comme technique consistant à poser des questions et en mesure d'amener autrui à faire les démarches mentales qui vont pouvoir ébranler ses convictions et construire des alternatives. Pour autant, peut-on élire Socrate comme précurseur du coaching? En fait, ce qu'on va s'apercevoir, enfin, ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y avait deux courants, au moins deux courants visibles, après il y a peut-être plus que de ruisseaux que ça, mais deux courants qui animent l'idée de coaching, et probablement hérités des modes de management directif et participatif. Le premier courant, il est basé sur la sémantique même du mot coach, c'est-à-dire qu'on met en parallèle le coaching avec l'idée d'entraînement ou le coach entraîneur. Ce courant est basé sur le challenge, l'épreuve, la réussite, et je crois que je cite là Dominique Chaillon, il me semble bien, et une certaine forme de directivité, quand le second courant, lui, est basé ou s'inscrit dans une démarche de réflexivité et qu'il est soutenu par un accompagnement méthodique non directif. Alors, comme la réalité est complexe, il est probable que ces deux courants ne soient pas si nettement tranchés en situation et qu'ils contribuent l'un et l'autre à plus ou moins de fort pourcentage dans les situations de coaching. Mais en tout cas, ce double courant, cette tension-là, a été suffisamment pertinente à un moment donné de l'histoire, me semble-t-il, pour créer une tension interne
au champ du coaching entre le coach-entraîneur et le coach maïeuticien. Et probablement que de cette tension est venue l'idée que le terme coaching était peut-être pas si approprié que ça pour désigner le travail qui était entrepris, et qu'il y avait un terme peut-être plus juste pour en parler, qui était celui de l'accompagnement. Voilà donc les remous qui animent le coaching et qui nous permettent de voir qu'en fait le coaching désigne une pratique qui va concilier ou articuler plusieurs approches, comme il a été évoqué tout à l'heure, toute approche liée à l'action professionnelle, au sujet dans son action professionnelle. Comme toute forme d'accompagnement, il pose le principe de base de toute action. Le principe de base à toute action réside dans la liberté individuelle de juger. Cette démarche, comme il a été dit tout à l'heure, effectivement, cette démarche se traduit comme visée éthique, à savoir enclencher une responsabilité individuelle. Et pour opérer ce renversement du sujet qu'on disait assujetti ou du sujet passif au sujet actif, les praticiens alors incarnent effectivement cette position socratique consistant à questionner de telle manière que la personne puisse prendre en compte la situation qui est la sienne et à s'en trouver responsabilisée. Le professionnel, le coach professionnel, n'est alors ni dans l'écoute flottante du psychanalyste, ni dans l'empathie rogerienne, mais il se constitue véritablement comme partenaire de dialogue. Et être partenaire de dialogue, ça suppose pour l'un comme pour l'autre, effectivement de se connaître, de se comprendre, de se questionner, d'où cette nécessaire lucidité sur soi-même en situation et qui fait que le « connais-toi toi-même » est toujours d'actualité. Donc pour autant, il est probable d'abord que finalement le coaching donc, est le produit de deux grands courants théoriques de ces dernières années. Tout ça, à partir du moment où on définit, c'est toujours un peu sommaire, mais probablement que le coaching hérite des théories du développement de la personne et des théories de l'action humaine. Donc il se trouverait au croisement des courants de la psychologie humaniste, développement de la personne, et des dynamiques de groupe, ressources humaines et gestion des compétences, du potentiel individuel et de l'enjeu d'organisation apprenante. Voilà, très sommairement, ça peut être plus complexifié, plus adapté que ça, mais voilà, par exemple, ce qu'on peut imaginer, enfin ce que j'ai pu imaginer comme croisement à travers le coaching. Pour autant, c'est davantage à Socrate que les ouvrages ou les sites de coaching font référence, et non pas à ces théories que je viens de parler. Si on fait maintenant un détour vers Socrate, effectivement, on s'aperçoit, comme les coachs, que Socrate définit son travail comme l'art d'accoucher les hommes de la vérité qu'ils possèdent en eux-mêmes. Il décrit son travail dans différents ouvrages, enfin sous la plume de Platon, dans le Théétète, c'est là qu'il parle, pardon, qu'il n'y a pas, il dit qu'il n'enseigne rien, mais qu'il aide des autres et qu'il fait le même travail que sa mère, qui était sage-femme. On retrouvera dans Phédon, on le retrouvera dans le Ménon, et progressivement on s'aperçoit que Socrate travaille effectivement à l'accouchement d'une vérité avec un grand V qui est précédemment là, et que cette vérité est déjà là, et une vérité avec un grand V. Et effectivement, dans tout ce travail, dans tout ce qui est dit de Socrate, l'un et l'autre procèdent bien par dialogue, sous la forme de dialogue, et cette vérité est bien le fruit d'une relation d'un homme avec un autre. Il n'y a effectivement pas d'enseignement qui vienne s'interposer entre les deux. Donc j'ai été très sommaire quant au rappel de ce que la maïeutique veut dire chez Socrate, à travers quelques références à quelques termes. Pour autant, est-ce qu'on peut prétendre, enfin peut-on prétendre aujourd'hui pratiquer la maïeutique telle que l'a pratiquée Socrate? Alors on ne peut pas ne pas identifier un air de famille, évidemment, entre la maïeutique et une certaine pratique de questionnement mise en œuvre à travers le dialogue dans le coaching. Mais est-ce qu'on peut s'en tenir là? En même temps, est-ce qu'on peut l'écarter sans discernement? En fait, le coaching rompt avec la tradition socratique, d'un point de vue qu'on va appeler épistémologique, parce qu'on ne se trouve plus aujourd'hui dans une recherche de la vérité, de la vérité avec un grand V, au sens de ce qui fait universellement vérité pour tous.
Ce qui importe aujourd'hui, c'est de s'interroger sur les contextes dans lesquels sont tenus pour vrais les problèmes que l'on y expose. Il ne s'agit pas non plus d'appliquer ou de vérifier une vérité préconçue, construite ailleurs, de manière transcendantale. Le travail dialogique ne s'effectue pas au niveau d'une vérité initiale, donc transcendante, mais au niveau de la réalité. Donc la vérité au sens socratique, elle, était conçue comme le dévoilement d'un déjà là, quand la réalité, elle, acquiert son statut de construction, co-construction relative, contingente et nécessairement provisoire. Alors effectivement, si la démarche entreprise est toujours animée par cette intention de démêler un savoir superficiel et qu'il y a quelque chose de l'ordre de la déconstruction, aujourd'hui dans le coaching semblable aux notions de dérangement qu'elle pratiquait Socrate, pour autant, aujourd'hui on travaille moins sur les opinions, si on peut dire, quand on démêle ce qui, oh là là, on démêle ce qui empêche de devenir efficace et ce qui fait obstacle à cette efficacité. Voilà, donc d'un côté, on a un mouvement qui donne l'accès au monde intelligible et universel, et de l'autre, des épistémologies constructivistes, où valider ne signifie pas garantir que ce que l'on dit est vrai, mais simplement légitimer une pertinence dans un contexte donné. Donc tout semble, et là je fais un peu court, mais tout semble aller pour finalement dire, mais il n'y a pas de point de repère, il n'y a pas de parallèle possible entre la maïeutique de Socrate et la pratique des coachs aujourd'hui. À part le fait que ça soit un dialogue, une parole partagée, pour autant, tout dialogue n'est pas une pratique maïeutique. Donc, au terme de cette... je vais aussi rappeler... je suis en train de faire des passages rapides, mais je rappelle simplement que Socrate dialoguait avec son daimon, c'est-à-dire avec le divin, ce qui n'est effectivement pas notre cas, puisque nous sommes en conversation avec la situation, pour reprendre une expression de Schoen. Et donc, il semble que le dialogue socratique fut donc pratiqué dans des conditions totalement étrangères à celles purement pragmatiques dans lesquelles nous travaillons aujourd'hui. En conclusion, que peut-on dire maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas là opposition entre deux mondes, le monde de la sagesse, lié à la tradition, et le monde de la réussite et de la performance, comme figure de la modernité? Faut-il en conclure que toute référence à Socrate est en la matière confusion? Mais après avoir dressé toutes ces oppositions, est-ce qu'on ne peut pas repérer l'indice d'une persistance à travers les mondes? Et il semble que ce qui persiste, entre autres à travers les pratiques actuelles d'accompagnement, est une conviction. Il y a bien quelque chose à aller chercher au fond de la personne. Bien sûr, il y a tous les tenants qui disent au fond, il ne faut rien aller chercher au fond de la personne, il n'y a rien. Tout est aujourd'hui construit en interaction. Oui et non. Oui et non. Ce qu'on cherche par le détour d'un autre et par le détour d'un dialogue questionnant, et que les dialogues platoniciens n'ont absolument pas restitué, ça n'est pas de l'ordre du contenu, mais d'un dynamisme. Ce qu'on va chercher au fond de la personne, une fois qu'on a dressé toutes ces oppositions-là, ça n'est ni de l'ordre du questionneur, ni du côté du questionné, mais à proprement parler du questionnement lui-même. Ce qui subsiste à travers tous les temps, ce qui subsiste est la vitalité de ce dynamisme, de ce que j'ai appelé ce moteur de recherche que constitue le questionnement. Le questionnement comme principe humanisant. Je citerai là Meyer qui dit « L'homme est bien une interrogation irréductible dont la seule réponse, loin de la supprimer, la reproduit sans cesse comme insaturable. On appelle cela la vie. » Alors faut-il sans doute se risquer à concevoir que cette persistance du questionnement en l'homme lui sert de principe vital pour penser et expérimenter qu'il est possible de renverser un rapport et de le retourner en lien. Et c'est bien l'enjeu de toute situation d'accompagnement.
Ce qui, au fond, enfin, ce qu'un fond c'est l'idée qu'un fond est resté effectivement le même. Et ce fond, c'est la vitalité du questionnement qui persiste et qui signe l'humain. Et c'est bien ce métier d'homme que l'on partage avec Socrate, puisque c'est lui-même qui disait « je fais ce métier d'homme qui est l'art d'accompagner les hommes en train d'enfanter ». Donc au terme de cette réflexion, la posture du coaching en tant que forme d'accompagnement se dessine autour de l'idée de renoncement. Renoncement à la toute-puissance, et donc à avoir assumé des deuils. Il n'y a pas de technique qui garantisse de résultats. C'est une posture de retenue, se retenir de, dire, penser, dire, faire et même vouloir à la place de l'autre. Car la première nuisance est de se substituer à autrui. C'est une posture de renoncement, de retenue, de retrait. Car accompagner, c'est préparer la possibilité de ne pas être, d'être indispensable, d'être non. Bref, de ne plus être indispensable pour l'autre, voilà. Donc finalement, et ça on le partage avec Socrate, c'est une posture de non-savoir. Et c'est peut-être une des postures les plus difficiles à assumer. Une posture de non-savoir pour l'autre, qui s'incarne effectivement dans le dialogue, dans une relation où l'enjeu est celui de la parité. Et qu'à travers l'accompagnement, il y a peut-être la possibilité de mettre en jeu de nouvelles modalités relationnelles. Et là, je terminerai comme la collègue qui a terminé tout à l'heure. Il y a peut-être là un enjeu très fort, qui est un enjeu sociopolitique, à côté duquel on ne peut pas passer. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Bien, il y a quelque chose qui s'anime en moi et qui peut-être, comme il vient d'être dit, il y a peut-être des enjeux derrière cette posture d'accompagnement, et c'est ça que je vais partager avec vous. Alors, je vais essayer de partager quelques points, quelques repères pour essayer de comprendre ensemble ce qu'accompagner veut dire, puisqu'on sait que le terme n'est pas forcément bien défini, qu'il ne le sera peut-être pas, et qu'il est brouillé par toutes sortes d'interférences. Donc c'est un petit peu ça que je vais partager dans un premier temps avec vous. Et tout d'abord, évoquer la dimension anthropologique de l'accompagnement. Peut-être que c'est quelque chose qui semble naturel parce que c'est porté par le mot accompagnement, et le mot accompagnement a une très vieille histoire, et probablement qu'il est intimement lié à l'histoire de l'être humain. Tout être humain ne peut qu'avoir été confronté de près ou de loin à la question de l'accompagnement. Il a été accompagné ou ne l'a pas été, il a été suffisamment, il a été au bon moment, etc. Mais ça fait partie de nos histoires humaines d'avoir vécu, expérimenté quelque chose de l'ordre de l'accompagnement. On peut dire aussi que cette dimension anthropologique de l'accompagnement, cette dimension anthropologique de l'accompagnement pourrait se deviner lorsque un être humain a été capable de se tenir en présence d'un autre être humain sur un autre registre que le mécanisme de la survie qu'on a tendance ou qu'on a l'habitude d'expliquer comme manger ou être mangé. Voilà. Dès lors qu'un être humain a été capable de se tenir en présence de l'autre, avec moins de méfiance, donc un peu plus de confiance, qu'il a accepté de baisser la garde, qu'il a eu cette possibilité d'être présent en présence de l'autre, qu'une forme d'attention a pu se développer et de sollicitude pour cet autre. Peut-être que là sont les racines anthropologiques de l'accompagnement. Et je soulignerai, pour qu'elle reste en mémoire, cette nécessité au fondement de l'accompagnement d'avoir à baisser la garde. Un autre point de repère peut-être intéressant dans cette ancienneté du mot accompagnement, c'est le rapport du mot accompagnement avec tous les autres termes qui définissent aujourd'hui l'accompagnement, qui sont le mentorat, le parrainage, le tutorat, le monitorat et naturellement le coaching. Alors, dans un premier temps, quand il y a eu cette mode de l'accompagnement autour des années 90,
l'accompagnement était posé avec un rapport quasiment égal entre, on comparait par exemple le tutorat et l'accompagnement, où on opposait l'accompagnement et le coaching. Et je pense qu'à ce moment-là, on a contribué à plus de confusion que de clarté dans les termes. En construisant une réflexion au fil des années, il m'est apparu, en tout cas c'est ce que je partage avec vous, qu'en fait tous ces termes, coaching, counseling, tutorat, mentorat, parrainage, etc., sont en fait des formes d'accompagnement. Et que le terme accompagnement en fait désigne le fond d'où émergent toutes ces formes d'accompagnement. Ce qui va nous permettre de comprendre comment le mot accompagnement véhicule avec lui tout un imaginaire collectif. Il a traversé l'histoire de l'humanité et mais en fait c'est le terme le plus flou, parce qu'il ne dit rien de ce qu'accompagner veut dire tant qu'on ne l'a pas resitué dans un contexte. Et l'accompagnement, s'il existait au Moyen-Âge, ou s'il existait même plus près de nous dans les années 50, n'a rien à voir avec l'accompagnement tel qu'il se définit maintenant. En tout cas, il y a un fond commun et il y a une recontextualisation dont témoignent les formes, notamment le tutorat, le coaching. Je vais donner un exemple. Par exemple, le tutorat c'est connu de tous, c'est une très très vieille forme. Or, les formes de tutorat telles qu'elles sont recontextualisées maintenant ont pris des caractéristiques de la société dont elles émergent. Alors le tutorat est à la fois lié par exemple à la transmission comme il était autrefois, mais en même temps le tutorat dans les nouvelles logiques de professionnalisation auxquelles il participe maintenant apparaît maintenant comme des formes d'anticipation du changement. Voilà comment le tutorat est doté d'une double tendance. Et c'est pareil pour le coaching, c'est d'ailleurs ce que je vais partager avec vous, puisqu'en fait, il y a une double tension qui amène à considérer que le coaching, par exemple, emprunte la maïotique socratique, et en même temps, à travers le coaching, il y a bien une démarche de problématisation qui est purement pragmatique. Et donc, on voit comment les formes ont à la fois une source dont elles témoignent, une source qui est inscrite dans le temps, et en même temps une recontextualisation. Le défi, c'est de tenir cette tension-là entre des principes, parce que c'est cet héritage-là que la tradition apporte ces principes-là. Donc, comment tenir une tension entre des principes qui sont probablement de l'ordre de ce qui insuffle la posture et de ce qui insuffle l'éthique. Donc, la tension entre ces principes-là et les contextes dans lesquels on va appliquer toutes les formes nouvelles d'accompagnement. Je vais donc maintenant essayer de réfléchir avec vous. Ce qui me semblait peut-être le plus pertinent, c'est justement la tension, en ce qui concerne le coaching, la tension entre la tradition et la modernité, c'est-à-dire quel est le rapport entre Socrate, la maïotique et les coachs. Alors je vais vous dire, quand j'ai commencé à entamer cette réflexion, j'ai dû m'armer de quelques principes pour pouvoir l'entamer, parce qu'il semblait d'emblée, dans les univers dans lesquels je travaille, il semblait d'emblée que cette réflexion ne me mènerait qu'à un constat d'une confusion grave que les coachs entretiennent pour se prendre pour Socrate et à vouloir renouveler dans notre temps la maïotique. Donc je me suis appuyée, j'ai pensé qu'il fallait avoir quelques précautions, donc je me suis appuyée d'abord sur un sociologue qui s'appelle Raymond Boudon, j'ai oublié son prénom, et qui dit qu'en fait que lorsqu'une croyance nous paraît étrange, c'est presque par définition que nous n'en voyons pas les raisons, mais qu'il y a sûrement des bonnes raisons, simplement nous ne les voyons pas. Et puis le second principe sur lequel je me suis appuyée pour poursuivre cette réflexion, je l'emprunte au philosophe Michel de Certeau qui dit « Il ne faut pas prendre les gens pour les idiots ». Voilà, donc armée de ces précautions, j'ai donc entamé une réflexion pour savoir quel est le rapport entre la maïotique, Socrate, la maïotique et les coachs. Alors, donc ça m'amène à prendre acte. Premier point de ma réflexion, prendre acte effectivement de la référence des coachs à Socrate et à la maïotique. Alors, sur quoi se greffe cette référence? Eh bien, le coach, je me suis armée de références pour
appuyer cette réflexion. Les coachs ou les coachs en général, parce qu'ils mettent en œuvre un questionnement, et un questionnement qui vise à déranger, j'emploie ce terme parce qu'il est mixte, à déranger la personne, à la mettre face à ses contradictions, à ses paradoxes, à ses croyances, à ses idées arrêtées, eh bien, chaque initiateur de ce type de questionnement tend alors à reprendre à son compte non seulement la méthode, mais aussi la mission de Socrate: révéler l'être véritable derrière le paraître, introduire la réflexion dans le monde des opinions. Alors la maïotique s'en trouve effectivement définie comme technique consistant à poser des questions et en mesure d'amener autrui à faire les démarches mentales qui vont pouvoir ébranler ses convictions et construire des alternatives. Pour autant, peut-on élire Socrate comme précurseur du coaching? En fait, ce qu'on va s'apercevoir, enfin, ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y avait deux courants, au moins deux courants visibles, après il y a peut-être plus que de ruisseaux que ça, mais deux courants qui animent l'idée de coaching, et probablement hérités des modes de management directif et participatif. Le premier courant, il est basé sur la sémantique même du mot coach, c'est-à-dire qu'on met en parallèle le coaching avec l'idée d'entraînement ou le coach entraîneur. Ce courant est basé sur le challenge, l'épreuve, la réussite, et je crois que je cite là Dominique Chaillot, il me semble bien, et une certaine forme de directivité, quand le second courant, lui, est basé ou s'inscrit dans une démarche de réflexivité et qu'il est soutenu par un accompagnement méthodique non directif. Alors, comme la réalité est complexe, il est probable que ces deux courants ne soient pas si nettement tranchés en situation et qu'ils contribuent l'un et l'autre à plus ou moins de fort pourcentage dans les situations de coaching. Mais en tout cas, ce double courant, cette tension-là, a été suffisamment pertinente à un moment donné de l'histoire, me semble-t-il, pour créer une tension interne au champ du coaching entre le coach entraîneur et le coach maïoticien. Et probablement que de cette tension est venue l'idée que le terme coaching était peut-être pas si approprié que ça pour désigner le travail qui était entrepris, et qu'il y avait un terme peut-être plus juste pour en parler, qui était celui de l'accompagnement. Voilà donc les remous qui animent le coaching et qui nous permettent de voir qu'en fait le coaching désigne une pratique qui va concilier ou articuler plusieurs approches, comme il a été évoqué tout à l'heure, toute approche liée à l'action professionnelle, au sujet dans son action professionnelle. Comme toute forme d'accompagnement, il pose le principe de base de toute action. Le principe de base à toute action réside dans la liberté individuelle de juger. Cette démarche, comme il a été dit tout à l'heure, effectivement, cette démarche se traduit comme visée éthique, à savoir enclencher une responsabilité individuelle. Et pour opérer ce renversement du sujet qu'on disait assujetti ou du sujet passif au sujet actif, les praticiens alors incarnent effectivement cette position socratique consistant à questionner de telle manière que la personne puisse prendre en compte la situation qui est la sienne et à s'en trouver responsabilisée. Le professionnel, le coach professionnel, n'est alors ni dans l'écoute flottante du psychanalyste, ni dans l'empathie rogerienne, mais il se constitue véritablement comme partenaire de dialogue. Et être partenaire de dialogue, ça suppose pour l'un comme pour l'autre, effectivement de se connaître, de se comprendre, de se questionner, d'où cette nécessaire lucidité sur soi-même en situation et qui fait que le « connais-toi toi-même » est toujours d'actualité. Donc pour autant, il est probable d'abord que finalement le coaching donc, est le produit de deux grands courants théoriques de ces dernières années. Tout ça, à partir du moment où on définit, c'est toujours un peu sommaire, mais probablement que le coaching hérite des théories du développement de la personne et des théories de l'action humaine. Donc il se trouverait au croisement des courants de la psychologie humaniste, développement de la personne, et des dynamiques de groupe, ressources humaines et gestion des compétences, du potentiel individuel et de l'enjeu d'organisation apprenante. Voilà, très sommairement, ça peut être plus complexifié, plus
plus adapté que ça, mais voilà, par exemple, ce qu'on peut imaginer, enfin ce que j'ai pu imaginer comme croisement à travers le coaching. Pour autant, c'est davantage à Socrate que les ouvrages ou les sites de coaching font référence, et non pas à ces théories que je viens de parler. Si on fait maintenant un détour vers Socrate, effectivement, on s'aperçoit, comme les coachs, que Socrate définit son travail comme l'art d'accoucher les hommes de la vérité qu'ils possèdent en eux-mêmes. Il décrit son travail dans différents ouvrages, enfin sous la plume de Platon, hein, dans le Théétète. C'est là qu'il parle, pardon, qu'il n'y a pas, il dit qu'il n'enseigne rien, mais qu'il aide les autres et qu'il fait le même travail que sa mère, qui était sage-femme. On retrouvera dans Phédon, on le retrouvera dans le Ménon, et progressivement on s'aperçoit que Socrate travaille effectivement à l'accouchement d'une vérité avec un grand V qui est précédemment là, et que cette vérité est déjà là, et une vérité avec un grand V. Et effectivement, dans tout ce travail, dans tout ce qui est dit de Socrate, l'un et l'autre procèdent bien par dialogue, sous la forme de dialogue, et cette vérité est bien le fruit d'une relation d'un homme avec un autre. Il n'y a effectivement pas d'enseignement qui vienne s'interposer entre les deux. Donc, j'ai été très sommaire quant au rappel de ce que la maïeutique veut dire chez Socrate, à travers quelques références à quelques termes. Pour autant, est-ce qu'on peut prétendre, enfin, peut-on prétendre aujourd'hui pratiquer la maïeutique telle que l'a pratiquée Socrate? Alors, on ne peut pas ne pas identifier un air de famille, évidemment, entre la maïeutique et une certaine pratique de questionnement mise en œuvre à travers le dialogue dans le coaching. Mais est-ce qu'on peut s'en tenir là? En même temps, est-ce qu'on peut l'écarter sans discernement? En fait, le coaching rompt avec la tradition socratique, d'un point de vue qu'on va appeler épistémologique, parce qu'on ne se trouve plus aujourd'hui dans une recherche de la vérité, de la vérité avec un grand V, au sens de ce qui fait universellement vérité pour tous. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de s'interroger sur les contextes dans lesquels sont tenus pour vrais les problèmes que l'on y expose. Il ne s'agit pas non plus d'appliquer ou de vérifier une vérité préconçue, construite ailleurs, de manière transcendantale. Le travail dialogique ne s'effectue pas au niveau d'une vérité initiale, donc transcendante, mais au niveau de la réalité. Donc la vérité au sens socratique, elle, était conçue comme le dévoilement d'un déjà là, quand la réalité, elle, acquiert son statut de construction, co-construction relative, contingente et nécessairement provisoire. Alors effectivement, si la démarche entreprise est toujours animée par cette intention de démêler un savoir superficiel et qu'il y a quelque chose de l'ordre de la déconstruction, aujourd'hui dans le coaching semblable aux notions de dérangement qu'elle pratiquait Socrate, pour autant, aujourd'hui on travaille moins sur les opinions, si on peut dire. Quand on démêle ce qui empêche de devenir efficace et ce qui fait obstacle à cette efficacité. Voilà, donc d'un côté, on a un mouvement qui donne l'accès au monde intelligible et universel, et de l'autre, des épistémologies constructivistes, où valider ne signifie pas garantir que ce que l'on dit est vrai, mais simplement légitimer une pertinence dans un contexte donné. Donc tout semble, et là je fais un peu court, mais tout semble aller pour finalement dire, mais il n'y a pas de point de repère, il n'y a pas de parallèle possible entre la maïeutique de Socrate et la pratique des coachs aujourd'hui. À part le fait que ça soit un dialogue, une parole partagée, pour autant, tout dialogue n'est pas une pratique maïeutique. Donc, au terme de cette... je vais aussi rappeler... je suis en train de faire des passages rapides, mais je rappelle simplement que Socrate dialoguait avec son daimon, c'est-à-dire avec le divin, ce qui n'est effectivement pas notre cas, puisque nous sommes en conversation avec la situation, pour reprendre une expression de Schoen. Et donc, il semble que le dialogue socratique fut donc pratiqué dans des conditions totalement étrangères à celles purement pragmatiques dans lesquelles nous travaillons aujourd'hui. En conclusion, que peut-on dire maintenant?
Est-ce qu'il n'y a pas là opposition entre deux mondes, le monde de la sagesse, lié à la tradition, et le monde de la réussite et de la performance, comme figure de la modernité? Faut-il en conclure que toute référence à Socrate est, en la matière, confusion? Mais, après avoir dressé toutes ces oppositions, est-ce qu'on ne peut pas repérer l'indice d'une persistance à travers les mondes? Et il semble que ce qui persiste, entre autres à travers les pratiques actuelles d'accompagnement, est une conviction. Il y a bien quelque chose à aller chercher au fond de la personne. Bien sûr, il y a tous les tenants qui disent au fond, il ne faut rien aller chercher au fond de la personne, il n'y a rien. Tout est aujourd'hui construit en interaction. Oui et non. Oui et non. Ce qu'on cherche par le détour d'un autre et par le détour d'un dialogue questionnant, et que les dialogues platoniciens n'ont absolument pas restitué, ça n'est pas de l'ordre du contenu, mais d'un dynamisme. Ce qu'on va chercher au fond de la personne, une fois qu'on a dressé toutes ces oppositions-là, ça n'est ni de l'ordre du questionneur, ni du côté du questionné, mais à proprement parler du questionnement lui-même. Ce qui subsiste à travers tous les temps, ce qui subsiste est la vitalité de ce dynamisme, de ce que j'ai appelé ce moteur de recherche que constitue le questionnement. Le questionnement comme principe humanisant. Je citerai là Meyer qui dit « L'homme est bien une interrogation irréductible dont la seule réponse, loin de la supprimer, la reproduit sans cesse comme insaturable. On appelle cela la vie. » Alors faut-il sans doute se risquer à concevoir que cette persistance du questionnement en l'homme lui sert de principe vital pour penser et expérimenter qu'il est possible de renverser un rapport et de le retourner en lien. Et c'est bien l'enjeu de toute situation d'accompagnement. Ce qui, au fond, enfin, c'est l'idée qu'un fond est resté effectivement le même. Et ce fond, c'est la vitalité du questionnement qui persiste et qui signe l'humain. Et c'est bien ce métier d'homme que l'on partage avec Socrate, puisque c'est lui-même qui disait « Je fais ce métier d'homme qui est l'art d'accompagner les hommes en train d'enfanter. » Donc au terme de cette réflexion, la posture du coaching en tant que forme d'accompagnement se dessine autour de l'idée de renoncement. Renoncement à la toute-puissance, et donc à avoir assumé des deuils. Il n'y a pas de technique qui garantisse de résultats. C'est une posture de retenue, se retenir de, dire, penser, dire, faire et même vouloir à la place de l'autre. Car la première nuisance est de se substituer à autrui. C'est une posture de renoncement, de retenue, de retrait. Car accompagner, c'est préparer la possibilité de ne pas être, d'être indispensable, d'être non. Bref, de ne plus être indispensable pour l'autre, voilà. Donc finalement, et ça on le partage avec Socrate, c'est une posture de non-savoir. Et c'est peut-être une des postures les plus difficiles à assumer. Une posture de non-savoir pour l'autre, qui s'incarne effectivement dans le dialogue, dans une relation où l'enjeu est celui de la parité. Et qu'à travers l'accompagnement, il y a peut-être la possibilité de mettre en jeu de nouvelles modalités relationnelles. Et là, je terminerai comme la collègue qui a terminé tout à l'heure. Il y a peut-être là un enjeu très fort, qui est un enjeu sociopolitique, à côté duquel on ne peut pas passer. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Merci. François-Noël Tissot. J'ai été un peu surpris par la personne qui parle là. L'introduction de... Je vois pas la personne qui parle. Pardon. Ah, ça y est. Oui, j'avais été un peu surpris par l'introduction de Dominique Jaillon qui parlait essentiellement de la notion d'individu. Sauf une fois, lorsqu'on a parlé de l'introduction du XVIe siècle, je pense qu'en fait on faisait référence à Pic de la Mirandole, mais c'est la fin du XVe,
Mais vous avez parlé de la personne, essentiellement, et là je me suis bien reconnu, et je voulais avoir un éclairage sur cet écart. Alors, par quel bout prendre pour être concise? Si j'avais un tableau, je ferais un petit dessin. Bon, l'individu, on le comprend dans ce rapport au collectif. Effectivement, l'accompagnement, et c'est inscrit dans des textes de loi, à partir de 1995, et la loi 2002 également, est une loi qui a inscrit de façon préférentielle le terme de personne à la place du terme d'individu. Maintenant, je crois que personne ici n'est dupe, et disent qu'il ne faut pas se prendre des vessies pour des lanternes, et le fait que les textes de loi inscrivent le terme de personne dans les discours ne nous amène pas à nous endormir derrière ce discours-là. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a, quelle différence je peux faire entre les termes d'individu et les termes de personne? Alors, si je devais dessiner l'individu, on tend à nous faire croire qu'on est dans un monde d'individus. D'ailleurs, il y a un ouvrage de Norbert Elias qui s'intitule « La société des individus ». Il y a un langage dominant qui tend à nous faire croire qu'effectivement nous sommes des individus juxtaposés les uns à côté des autres et qu'il est donc très difficile de rentrer les uns en relation avec les autres, que se rencontrer est devenu impossible. Moi vouloir rencontrer toi, moi ne pas comprendre toi, il faut inventer des nouvelles conditions pour pouvoir se rencontrer. En fait, l'individu, c'est la pointe de l'iceberg. Et c'est facile d'entretenir ce monde d'individus, parce que les individus, on peut les rentrer dans des petites boîtes, dans des tiroirs, c'est facile, c'est étiquetable. Donc on peut travailler avec des catégories de personnes, et logiquement, si on écoute un petit peu ce qui est dit, avec l'accompagnement, on devrait travailler au niveau de la personne, et non plus au niveau des individus qui peuvent être rangés dans des catégories. Or ça persiste naturellement. Si on va au-delà de cette perception d'individus qui seraient juxtaposés les uns les autres et pour lesquels il faudrait développer des tas d'efforts de communication pour se rencontrer, eh bien en fait on découvrirait au-delà que tous les individus effectivement ont des fondements, et si on veut véritablement se rencontrer, ça n'est pas au niveau de ces petites choses qui s'étiquettent, mais sur des niveaux d'affinité plus profonds que cela. Là, je vais mettre en partage quelque chose qui a été dit dans une conférence par Miguel Benazayag et qui évoquait qu'il participe à un protocole pour la maladie d'Alzheimer. Et il dit quand on est avec une malade d'Alzheimer, on dit, et ça appartient presque à tout le monde, tu peux causer, tu peux parler, elle n'est plus là. Elle n'a plus sa tête, elle n'est plus là. Parce qu'effectivement, la pointe des choses, la personne est là, elle respire encore, elle voit encore, elle entend probablement encore, mais on ne s'adresse qu'à la partie étiquetable, la tête ne fonctionne plus, donc elle n'est plus là, tu peux causer, fais comme si elle n'était plus là. Or, on s'est aperçu que ces personnes-là ont encore par affinité, elles ont encore tous les goûts, toutes les tendances, toutes les envies, tout ce qui était là avant fonctionne encore. Et en fait, donc, de cette notion d'individu juxtaposée, eh bien, on découvre la personne, et la personne avec sa construction tout à fait incohérente, hein, parce qu'une personne humaine n'est absolument pas cohérente. Donc, on est tous incohérents de nature, et nous sommes dans des reconfigurations tout à fait provisoires à chaque instant. Et c'est bien cette notion de personnes et de construction sans cesse remaniée qui est intéressante pour rencontrer l'autre, puisqu'en fait, dans ce jeu de rencontres, il y a bien un remaniement de nos constructions identitaires qui vont pouvoir se faire parce qu'il y a influence réciproque de l'un et de l'autre. Et c'est ça qui me semble important comme enjeu à travers l'accompagnement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, j'ai fait vite. Je profite là de ce créneau pour te poser une question. À un moment donné, tu as évoqué donc le lien. J'aimerais que tu nous parles de la nature du lien, puisque tu as fait référence à Socrate et tu as fait référence à la pratique de l'accompagnement aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais dire autour de cette question du lien? Alors, là encore, le plus rapide. Bon, je crois qu'il aura échappé à personne que l'accompagnement est fortement, on parle beaucoup de la notion de posture, mais naturellement s'incarne dans la relation entre un minima deux personnes. Donc, et derrière l'idée de relation, ça a été développé par plusieurs auteurs, notamment un auteur qui a développé, qui en a fait le titre d'un seul ouvrage, ça s'appelle Le lien d'accompagnement, Paul Fustier. Donc derrière, dans toute relation, en fait, il y a deux composantes
je veux dire de manière un peu simple, deux composantes qui sont l'une de l'ordre du rapport et l'autre de l'ordre du lien. En fait, ces deux composantes-là, toute relation est plus ou moins composée des deux. Il arrive qu'il y ait des relations de pur rapport et des relations de pur lien, mais en général, il y a un pourcentage un peu des deux. Le rapport met en jeu une socialité, un mode de socialité qui est celui des modes de socialité sur le mode économique et marchand. C'est-à-dire que j'ai un rapport, par exemple, avec ma boulangère, quand lui donnant une pièce, elle me redonne un pain. Par contre, j'ai aussi du lien avec cette même boulangère quand j'arrive en lui disant bonjour, en lui disant il fait froid, ça glisse sur les trottoirs, et bonne journée, etc. Ça, c'est de l'ordre du lien. Voilà. Et donc il y a un mode de socialité, je crois qui est primaire, secondaire dans le rapport, et un mode de socialité primaire dans le lien qui est le mode d'entrée en relation que l'on a avec le voisinage, la famille, mais le voisinage, et les amis, les affinités, tous ces liens d'affinité. Dans l'accompagnement, ça va se traduire par le contrat qui va donner cette notion de rapport et toute la relation interpersonnelle, intersubjective qui, elle, va construire du lien. Alors, d'une certaine manière, heureusement qu'il y a le contrat pour borner et rappeler le contexte et éviter le débordement fortement craint de la subjectivité. Voilà. Donc, derrière dans la relation, il y a donc quelque chose de l'ordre du lien, de l'interpersonnel et du contrat, et donc du rapport. Et c'est cet équilibre-là qui doit être sans cesse... c'est pas un équilibre au sens 50-50, ça doit pouvoir être fluctuant tout le temps. Voilà. Et c'est ça qui fait la qualité de la relation. Je ne suis pas du tout spécialiste du sujet. Et justement, dans une posture un peu naïve, je m'interroge sur le mot accompagnement. Parce qu'il suscite en fait deux réactions. Une très sympathique, qui est le compagnonnage, mais qui sous-entend une solidarité, une égalité. Et une autre beaucoup moins joyeuse, par exemple l'accompagnant de fin de vie. C'est avec ça. Voilà. Et donc, je me demande si vous avez réfléchi sur d'autres termes qui seraient... Parce que je le ressens, moi, comme je ne dis pas que j'adore le mot coach, il pose problème aussi, mais les termes sont importants. Voilà, je suis un petit peu gênée par le mot accompagnement. Alors ça m'évoque une communication que j'ai faite un jour pour les conseillers de mission locale qui évoquait toutes les contraintes de leur travail et le fait qu'on leur demande dans une poignée d'heures d'accompagner, et une personne qui prend la parole, qui évoque toutes ces contraintes et qui termine en disant « Est-ce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi quand on fait de l'accompagnement ?» Dans l'accompagnement, il y a accompagnons tout de même. Voilà. C'est court, mais je pense que ça évoque. Et puis, ce que vous évoquez par la suite, moi, ma posture, elle n'est pas de chercher des mots. Bon, c'était le sujet de ma thèse et c'est encore la mienne. C'est plutôt essayer de voir ce qui se passe socialement et ce qui se fait derrière le mot accompagnement. Alors, c'est vrai que je ne suis pas tous les jours réjouie quand on entend dans la bouche de personnalités hautement placées, ben c'est vrai qu'il va y avoir 300 licenciements, mais on va les accompagner. Elle n'est pas belle, la vie, hein? Bon, voilà. Donc, quand je vois ce qu'on met derrière le mot accompagnement, qui, dans bien des cas, frôle le contrôle, quelqu'un qui évoquait, par exemple, que pour accompagner les personnes fortement marginalisées, son travail consistait à forte dose d'empathie, d'approcher ces personnes pour pouvoir effectivement faire de la prévention, mais que simultanément elle dressait la liste de toutes les personnes qu'elle avait côtoyées et qu'elle en témoignait à la mairie, à la préfecture, etc., etc. Et qu'on sait de toute façon que plus une personne est accompagnée, plus elle est fichée. Et je crois qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant derrière ce qui se joue derrière et se trame derrière l'idée d'accompagnement. C'est pourquoi chaque personne qui est en fonction d'accompagnement doit se tenir éveillée et savoir à quoi elle joue et donc à quel monde elle veut contribuer. Et ça demande d'être éveillé parce qu'il y a un langage qui naturellement est dominant auquel nous sommes naturellement poreux. Il ne faut pas croire, hein.
Donc, tout seul, c'est pas si simple de croire qu'on fait ce qu'on vraiment croit. C'est pas simple. J'aimerais que vous puissiez éclaircir une triade que j'ai entendue entre performance, sagesse et modernité. Derrière cette posture que vous avez évoquée, de l'accompagnateur, du non-savoir. Donc vous avez parlé d'enjeux sociopolitiques. Moi j'aimerais que vous éclairiez un peu plus ces enjeux sociopolitiques qui dans le métier sont habituellement assez tabous. Bon, je vais répondre un peu, comment dire, par le bout. On oppose la sagesse et la performance, la réussite, comme étant l'une étant liée au monde de la tradition, l'autre au monde de la modernité. Là, il y a l'excellent ouvrage de Luc Ferry là-dessus, donc je vous y renverrai. Et puis l'autre point que vous évoquiez, c'était... j'ai perdu le fil. Sur les enjeux sociopolitiques. Les enjeux sociopolitiques, oui. Alors le premier point, il me semble important de remarquer que chaque fois que nous opposons deux choses, nous avons fait un grand pas, parce qu'avant nous étions convaincus d'une seule et même chose. On s'aperçoit qu'il y a un écart et qu'il y a deux choses en cours, et il nous reste encore au moins un autre pas à faire, c'est éviter la tentation d'opposer, mais d'apprendre à relier. Et en fait, il est probable que sagesse et réussite ne puissent pas se penser l'une sans l'autre. Pour moi, se pose, dans tout ce que tu viens de dire, la question des entreprises, justement, des entreprises, qu'elles soient du service public ou du service du secteur privé. Pour moi, la position du coach dans les entreprises actuellement est quand même très ambiguë, parce que la commande c'est quoi? C'est rendez-le plus efficace, les résultats, etc., etc. Donc il y aurait une espèce de il y a quelque chose, moi, qui me gêne profondément justement dans le rôle du coach, qui est à la fois payé par l'entreprise pour d'une certaine façon, l'assujettir plus, en le libérant, c'est-à-dire une espèce de contradiction, pour moi, je ne sais pas si je me fais comprendre, moi je trouve ça très très ambigu. Voilà, j'aimerais bien que tu puisses dire quelques mots sur cette ambiguïté. En fait, dès lors qu'on parle d'accompagnement, on n'a pas besoin de se référer uniquement au contexte coaching entreprise. Dès qu'on parle d'accompagnement, en tout cas pour ma part, dans tous les secteurs, que ce soit le travail social, l'éducation, n'importe où, l'accompagnement est prescrit. Il est consigné en dispositif, et là il y a effectivement un point qui interroge, car accompagner, c'est censé accompagner la personne, c'est censé faire du sur-mesure, c'est dans les textes, mais à l'intérieur de dispositifs qui eux sont définis a priori et qui ne sont absolument pas reliés à la singularité de la personne. Donc cette tension-là est la tension la plus vive qui existe au sein même de l'accompagnement, et qui amène tout professionnel dans une situation de grande difficulté. Alors, en fait, c'est un contexte dit généralisé de schizophrénie, dit-on, entre le langage des décideurs et des financeurs et le langage du terrain. Si j'en crois ceux qui ont commencé à réfléchir là-dessus, on ne peut pas espérer, naturellement, mais ça c'est valable ici comme ailleurs, on ne peut pas espérer que les autres changent, c'est-à-dire les décideurs et autres. On ne peut espérer que s'il y a un changement, que ça commence qu'à partir de soi. Et ça, je crois que c'est un point important. C'est-à-dire que c'est à partir des professionnels et de la lisibilité de leur travail et de ce qui s'y joue et de ce qui peut se faire que quelque chose est pensable. Il n'y a pas forcément de résultat à obtenir, on n'est pas garanti de ça, mais je crois qu'il faut réinstaurer du dialogue, là aussi. Et si les professionnels sont payés pour travailler avec des sujets acteurs, eh bien, beaucoup de professionnels doivent se poser la question de leur façon d'être acteurs eux-mêmes dans leur propre environnement. C'est une question douloureuse. Quand on la retourne comme ça, c'est une question extrêmement douloureuse. C'est-à-dire que la plupart du temps, le constat d'impuissance
à changer quoi que ce soit est beaucoup plus fort que la résistance ou la consistance et la persistance dans, effectivement, il y a quelque chose qui va pouvoir être dit un jour et on n'oubliera pas, ne manquera pas l'occasion de le dire. C'est pas un combat perdu, mais c'est un combat difficile. Enfin, le terme combat m'a échappé, mais c'est pas forcément celui que j'aurais voulu. Une quête. Bonjour, je voulais juste... Je suis un peu restée sur ma faim en ce qui concerne cette affaire de posture spécifique. Alors certes, dans l'accompagnement, il y a une posture qui est tout à fait spécifique, comme vous avez dit, celle de non-vouloir, mais pour moi, cette posture, elle est éminemment professionnelle. Bon, je suis psychanalyste, donc c'est un accompagnement personnel pour le moins qu'on puisse dire que mon métier. Et effectivement, dans une posture spécifique, est très professionnelle, qui n'est pas sans doute qui est pas la même que celle d'un coach ou d'un accompagnant de fin de vie, mais qui trouve ses fondements au même endroit. Alors, là où je suis un peu restée sur ma face, c'est que je crois que cette posture, elle ne se décrète pas, même si, d'une certaine façon, c'est très simple, c'est très humain que de dire je suis là pour, d'une certaine façon, tenir la main symboliquement de quelqu'un, le conduire sur le chemin de sa vérité, de ses propres ressources. Mais en tant qu'accompagnant, j'ai énormément travaillé pour la construire, cette posture. Et c'est un petit peu là que pour moi, je crois qu'il y a tout un champ de réflexion, de travail et d'accompagnement, des accompagnants, si j'ose dire, qui est très important. Et voilà, donc c'était un peu là que j'avais l'impression que quelque chose restait en suspens, mais peut-être c'était pas aussi... J'ai juste, je crois, parlé de lucidité sur soi pour évoquer le nécessaire travail de cette posture, la mise au travail de cette posture. Et effectivement, là, ça révèle une faille dans le système. L'accompagnement a été mis comme fonction, a été délégué comme fonction à de nombreux professionnels qui n'ont reçu aucune formation spécifique. Des formateurs deviennent accompagnants, des enseignants deviennent accompagnants. Il n'y a pas de posture, il n'y a pas de formation spécifique pour qu'ils prennent qu'ils incarnent cette posture et qu'ils la mettent au travail. Et donc là, il y a une faille. Et il y a une faille parce qu'il n'y a pas de formation. Et ensuite, il y a une faille parce que les formations qui sont mises en place sont des formations qui sont des formations techniques à travers des méthodologies qui ne sont pas fausses en soi, sauf qu'on ne travaille pas. On importe de l'extérieur des techniques, mais on ne travaille pas, on ne met pas au travail la posture du professionnel. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Je ne l'ai pas, je l'ai juste esquissé, mais c'est un point important pour que cette posture prenne toute sa dimension professionnelle. Je voudrais rebondir sur cette question pour demander, à votre avis, est-ce que l'accompagnement demande une posture qui ne pourrait pas être construite autrement que par un accompagnement de l'accompagnant, si je me trompe. Et non pas par une formation à durée fixe. Oui, oui. L'emboîtement de posture qui fait que tout accompagnant, logiquement, devrait être accompagné, c'est proprement initiatique. On le trouve chez les psychanalystes, on le trouve chez les compagnons du devoir, et c'est proprement initiatique. Personne ne peut être maître sans avoir été disciple. On le retrouve chez un épistémologue ou philosophe plus récent qui est Bachelard, qui dit aux personnes, on est à la fois formant et formé. Voilà, donc c'est cette double posture qui fait que tout professionnel aujourd'hui devrait pouvoir effectivement travailler de cette sorte-là. Je pense que ça n'interdit pas l'idée de formation, mais il faudrait complètement concevoir, réimaginer la conception qu'on a des formations pour adultes, qui sont encore tout près de l'enseignement, qui sont des formations à, mais pas des formations de la personne. Donc, bon, j'ai vu ça sous la plume de quelqu'un qui se trouve au Québec et qui dit la même chose. Il dit, voilà, certes, il y a peut-être des formations, mais pas le modèle de formation qu'on propose aux adultes actuellement. Et le problème, c'est que ça serait obligatoirement des formations de travail sur soi, donc avec toute l'ambiguïté qu'il y a en France, pas ailleurs, mais en France, autour de travail sur soi, développement personnel et
et tout ce qu'on fantasme autour de ça. Donc je ne sais pas si un jour ça sera possible. En tout cas, j'en rêve, mais voilà. Oui, bonjour. J'ai trouvé que ça a été très intéressant et puis j'ai repris deux termes qui étaient le questionnement dérangeant. Et je me suis dit comme ça que ce qui serait bien, c'est que ce questionnement dérangeant, ce ne soit pas le coach qui le fasse, mais plutôt que par son écoute, ce soit le coaché lui-même qui arrive à se faire ce questionnement dérangeant. Voilà, c'était souvent, ça rejoint un peu ce que vous disiez avant, avec le côté renoncer à la toute-puissance, être dans l'ego et arriver à admettre tout simplement qu'on n'est pas forcément efficace lorsqu'on est à la recherche à poser un questionnement. Et pour moi, ce qui me paraît des fois le plus percutant, c'est quand le questionnement vient du coaché lui-même, de par l'écoute du coach. Ouais. Oui. C'était faire court, hein, mais effectivement, l'idée du questionnement, c'est créer les conditions pour que la personne soit en capacité de se questionner elle-même. Voilà, j'ai fait court. Philippe Denis, je suis, je vais dire, accompagnateur, vu que je suis dans la même confusion que ceux dont on débat aujourd'hui. Je me suis bien retrouvé dans les deux postures qui sont celles directive et participative. D'une part parce que, en tant que formateur, c'est entre guillemets directif, même si je m'efforce de mettre un peu de participativité, et réciproquement. Je suis toujours flatté lorsque, faisant un accompagnement individuel, le client m'appelle coach, parce que ça le rassure lui aussi, toujours un peu inquiet aussi d'ailleurs qu'il le fasse. Comment pouvoir concilier ces deux choses qui finalement ne s'opposent pas? Dans certains moments, on a besoin de donner un peu de fond et on pourrait se retrouver directif. Et dans d'autres moments, alors qu'on donne du fond, et là je pense à la posture formateur, on devrait s'autoriser plus que ce qu'on est autorisé à le faire, à être aussi dans la réflexivité et la participativité. Comment finalement concilier ces deux choses que vous avez distinguées à fort juste titre par ailleurs? Le comment demanderait un grand développement. En tout cas, il introduit effectivement l'idée, une fois de plus, qu'une fois qu'on a posé deux termes, par exemple le directif et le participatif, eh bien le travail consiste non plus à les opposer pour que l'un exclue l'autre, mais à imaginer les conjuguer. Or, c'est bien ça qu'il faut mettre au travail dans l'accompagnement. Voilà, donc ça ouvre tout un espace de recherche. J'étais intéressée dans la demande de l'accompagner. J'étais dans la perception de la demande de l'accompagner, parce qu'il y a la demande de l'entreprise pour la personne qui va être accompagnée, mais quel est le besoin et quelle est la place du besoin de l'accompagner, de son besoin réel à lui, sa perception à lui, est-ce qu'il a une perception de son besoin, et là, entre ce que l'employeur veut pour lui et ce dont lui, de ses propres besoins à lui. Et comment on prend en compte ses propres besoins à lui. Si l'accompagnement n'est pas fait pour lui donner la parole, je ne sais plus ce que accompagner veut dire. Voilà. C'est bien sûr sa propre parole qui doit être mise au travail d'emblée, hein, voilà, me semble-t-il. Son besoin réel peut parfois être en opposition avec ce qu'on attend de lui. Donc dans la relation coaching, c'est ça qui va être prioritaire, sa demande à lui et son attente à lui. C'est possible, puisque c'est confidentiel la relation.